Au menu ce soir, développement majeur en Iran. Donald Trump recule. Téhéran va rouvrir le détroit d'Ormuz pendant 2 semaines. On vous amène également ce soir au cœur du village de Saint-Michel-des-Saints, victime de la guerre tarifaire avec les États-Unis. Et les séquelles d'un kidnapping enlevé lorsqu'elles étaient enfants des victimes se racontent. Les 22 heures, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table ce soir, Alain, Meeker, Jacinthe, Déborah. Bonsoir à vous quatre. Le mot de l'actualité ce soir, je vais commencer avec toi, Meeker. Jusqu'à la dernière seconde, on a hésité pour le mot. Ça va être trop ce soir. Ça va être trop comme dans trop chercher Cole Caulfield, trop vouloir lui faire la passe à tel point que l'équipe devient prévisible et on manque des occasions de marquer. Heureusement, le Canadien l'a emporté en tir de barrage. Cole Caulfield a marqué en tir de barrage. Mais là, il faudra arrêter de le chercher. Mais il va falloir attendre, effectivement. Pour le 50e trop d'attente. Voilà. Peut-être jeudi? Peut-être jeudi. Pourquoi pas? Okay. Ça pourrait être agréable. On se croise les doigts. Jacinthe, raison. Oui. François Legault, le premier ministre du Québec, oui, pour encore quelques jours, a donné raison à Paul Saint-Pierre Plamondon en disant qu'effectivement, il n'avait pas réussi à rapatrier tous les pouvoirs en immigration pour protéger notamment l'identité, la langue, la culture du Québec. Alors, cette volonté d'une troisième voie avait quand même ses faiblesses. On aurait pu utiliser le mot « raison » pour un autre sujet parce que plusieurs se demandent si le président américain a perdu la raison à la suite de ces nombreuses volte-face qui font l'objet de nos discussions autour de la table. Bien voilà qu'après avoir menacé de complètement détruire l'Iran dès ce soir, Donald Trump recule. Un peu plus d'1 heure avant la fin de son ultimatum à l'Iran, le président américain a accepté de suspendre son opération militaire pour 2 semaines. C'est ce qu'il a déclaré sur Truth Social ce soir. En échange, tout ça, en fait, c'est en échange de la réouverture sécuritaire du détroit d'Ormuz, ce que la République islamique a accepté d'ailleurs de faire. Le président Trump donc, qui a déclaré que des discussions très avancées étaient en cours en vue d'un accord de paix à long terme. On le souhaite, hein? L'Iran qui aurait d'ailleurs transmis une proposition en 10 points qui constituerait une base viable, nous dit-on, pour négocier. On va en parler avec notre débatteuse et spécialiste de politique américaine qu'on retrouve en direct ce soir, Valérie Baudouin. Salut Valérie. Salut. Hey, c'est majeur là, quand même ce qui s'est passé ce soir. Majeur cette entente. Puis c'est le Pakistan qui aurait joué un rôle important dans cette décision. Oui, le Pakistan qui est vraiment un joueur super important depuis le début des négociations qui sont pas vraiment des négociations, là, dépendamment de qui on parle, si on parle aux Iraniens, aux Israéliens ou aux Américains, mais quand même, c'est le pays qui se dit neutre, qui transmet les messages et c'est vraiment l'espèce de personne interposée pour pouvoir avoir une ligne de communication entre l'Iran et les États-Unis particulièrement. Et ça a mené à quoi aujourd'hui? Eh bien, à ce recul des États-Unis face à sa menace assez intense. Merci. Mais il y a une entente, donc, parce que le détroit d'Ormuz va rouvrir. Est-ce qu'on doit conclure que les menaces là, de tout détruire qu'a évoqué Donald Trump, c'était du bluff ou pas? Bien, j'espère sincèrement que c'était du bluff parce que de menacer d'anéantir une civilisation, déjà là, on va extrêmement loin. C'est très troublant, puis on s'en reparlera dans un instant. Mais pour ce qui est de la stratégie de Donald Trump, de toujours exagérer sur les menaces, il le fait très, très souvent. Il l'a même fait dans des cas de tarifs aussi. Quand on va dans les exagérations, est-ce que c'est du bluff? Bien, on avait quand même des indications qu'il y allait y avoir des frappes si on n'arrivait pas à une entente sur des infrastructures. Jusqu'où on allait aller, ça, c'était la grande question, le point d'interrogation. Mais quand même, on voit qu'il se cherchait une porte de sortie. Il le fait depuis au moins 2 semaines, là, trouver vraiment une issue à cette guerre parce que les Américains semblent être là pour rester encore un petit moment. Et cette menace de tout détruire, enfin, détruire une civilisation au complet pendant une nuit, c'est un niveau jamais vu de menace, là. Ah, jamais vu. Puis je veux pas imaginer c'est quoi le niveau supplémentaire si dans 2 semaines on n'arrive pas à un règlement. Là, si finalement on réussit pas à sécuriser le détroit d'Ormuz, on allait déjà très loin dimanche avec une première déclaration qui visait l'Iran. On allait encore très loin lundi dans un point de presse. Et là, se lever ce matin avec cet appel, honnêtement, c'est des propos qui peuvent être des propos génocidaires, de dire détruire une civilisation. Je suis pas en train de dire que Donald Trump voulait faire un génocide nécessairement, mais les propos en tant que tels, c'est une violation. Si on avait été de l'avant, une violation du droit international, de tout le droit imaginable. Des élus ont même évoqué aux États-Unis le 25e amendement aujourd'hui.
Oui, parce que bon, on a la procédure de destitution. Ça, les gens connaissent ça un petit peu plus. C'est avec le Congrès si on veut qu'un président perde son poste. Mais le 25e amendement, la section 4 particulièrement, c'est de dire si un président est inapte à exercer ses fonctions, eh bien, c'est le vice-président avec la majorité des membres du cabinet qui décide finalement de le démettre de ses fonctions. Alors oui, ça a été évoqué, ça circulait beaucoup aujourd'hui parce qu'on dit, mon Dieu, dans cette logique, est-ce qu'il a perdu la tête, Donald Trump, d'aller jusque-là? Parce que les mots sont très forts, même si c'est une stratégie, ça va beaucoup trop loin. Alors bref, on l'a avancé, mais il n'y a aucune chance que J.D. Vance décide de profiter de l'occasion pour voler la place de Donald Trump. Et rapidement, cette volte-face, ça a eu un effet instantané là, sur le prix du pétrole. Oui, tout à fait, comme plusieurs des déclarations ou des changements de ton depuis le début de ce conflit-là. Par contre, on verra, est-ce que c'est une baisse qui est là pour rester? Ça me surprendrait. Là, la paix reste extrêmement fragile. Merci beaucoup, Valérie. À suivre visiblement demain. Hein? Merci beaucoup. Oui. Bye-bye. Bye. Déborah, qu'est-ce qui a fait changer Donald Trump d'idée, à ton avis? Je pense que la pression et surtout les réactions vives suite à cette, comme Valérie le disait, cette violation du droit international assez évidente. J'ai écouté plusieurs analystes aujourd'hui qui disaient que c'était clair, net et précis, que là, que ce soit d'aller de l'avant avec ce plan de détruire cette civilisation ou même le fait de prononcer ces propos-là violait définitivement le droit international. Donc, je pense que ça a peut-être fait réagir. Maintenant, je pense qu'en coulisses, il y a beaucoup de personnes qui se demandent si est-ce qu'il ne fait pas ce genre d'aller-retour sur cette décision et ces menaces pour faire avoir une influence sur la bourse ou d'autres choses. Donc, bref, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en jeu. Est-ce qu'on peut dire que la rhétorique du président a fonctionné? Ça a fonctionné dans la mesure où ce qui est dit, c'est que dans les négociations de coulisses, parce qu'on n'a pas accès à une partie des échanges qui ont lieu, mais on s'entend pour un cessez-le-feu de part et d'autre. On s'entend aussi pour laisser le canal, le détroit d'Ormuz... le rouvrir de façon sécuritaire. Donc, il y a un gain pour toutes les parties là, en ce moment dans ça. Alors, si on voulait un gain pour toutes les parties, c'est réussi. Oui, puis on se demandait à un moment donné ce soir, est-ce que l'Iran va vraiment rouvrir le détroit? Mais on a eu la communication officielle. Est-ce que tu es surpris, Meeker, de savoir que l'Iran va le rouvrir? Oui et non, parce que lorsqu'on regarde les 10 points sur lesquels on va se baser pour les négociations, c'était 10 points que les Iraniens avaient proposés. Et en échange, ils avaient un seul joker dans leur jeu, c'était la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc, si on l'abat, on le met sur la table, c'est qu'en échange, on a quelque chose qui a de la valeur aussi. Et rappelons que le Pakistan était derrière tout ça pour aider à négocier ça. Est-ce que c'est de bon augure? Est-ce que tu penses qu'on s'en va vers peut-être la fin de ce conflit-là? Non, moins que la bourse fasse changer la donne, mais on se rappellera qu'on ne sait pas encore c'est quoi l'objectif de cette guerre. Puis si toute cette guerre-là, c'était juste pour tenir le détroit ouvert, honnêtement, là, c'est beaucoup de milliards pour arriver au point neutre où on était là. Exactement. En effet, sincèrement, là, je pense qu'on n'a aucun gain. Comme je disais tout à l'heure, la suite demain. Alors que le monde retient son souffle pour voir comment les choses vont évoluer au Moyen-Orient, il y a Mark Carney qui a de nouveau demandé aux dirigeants impliqués dans le conflit de respecter le droit international. Il n'a toutefois pas mentionné Donald Trump là, directement, Premier ministre canadien, qui n'est pas le seul à appeler à la prudence dans les derniers jours. Il y a le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président français, Emmanuel Macron, qui ont aussi demandé le respect du droit international. C'est la responsabilité de tous les combattants, tous les pays dans ce conflit et n'importe quel conflit, de respecter les engagements internationaux, y compris d'éviter les attaques contre les civils et l'infrastructure civile. Il faut toujours respecter les droits internationaux. Alain, Mark Carney se devait de faire cet avertissement à Donald Trump, même si ça ne le nommait pas. Là. Oui, tout à fait. Je pense qu'il l'a fait avec un ton qui était modéré. Il n'y a pas le choix. Contrairement à Macron qui est allé plus loin, parce que certains auraient aimé qu'il soit plus dur. Comme Macron, la grande différence, c'est que le Canada et le voisin direct des États-Unis. Il y a les négociations commerciales qui sont là, les tarifs douaniers. Donc, je pense qu'il a tenté de ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais en même temps en dénonçant, en rappelant le droit international. Ouais. C'était la chose à faire. Joseph, les craintes de non-respect du droit international sont légitimes. Là. Sont légitimes, mais il reste que Mark Carney, ici, adopte une posture plutôt morale, sans réel levier là, face à Washington. Alors, bon, ça nous fait du bien d'entendre cette invocation du droit international. Mais au bout du compte, c'est juste un positionnement. Peu de pouvoir, c'est ce que tu nous dis. Mais un message. Ouais.
derrière ça. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, on peut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz dans les relations entre le Canada et les États-Unis. Le premier ministre Mark Carney qui multiplie les voyages à l'étranger, espérant trouver de nouveaux partenaires commerciaux et stratégiques, entre autres avec l'Europe. Mais est-ce qu'on devrait aller plus loin? Est-ce qu'on devrait aller jusqu'à s'unir à l'Europe? L'idée qui est de plus en plus évoquée, d'ailleurs. Le Canada devrait-il adhérer à l'Union européenne? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez répondre, commenter également. On veut vous lire là-dessus. On commence à 22h30. Au Québec, 150 villages ont vu leur économie menacée par les tarifs sur le bois d'œuvre du président américain. Ces petites communautés travaillent depuis à se réinventer. C'est le cas de Saint-Michel-des-Saints dans la Naudière, dont le seul grand employeur a dû fermer ses portes temporairement. Il y a notre collègue de la série Entre les lignes, Étienne Fortin-Gauthier, qui est allé faire une petite visite là-bas. Face à Trump, on vous raconte aujourd'hui l'histoire du combat de Saint-Michel-des-Saints. On est retourné voir cette communauté frappée de plein fouet par les tarifs américains sur le bois d'œuvre. La Syrie, c'est le principal employeur de ce village de 2000 personnes. Bien, elle est fermée temporairement depuis août. Un coup terrible pour les familles et le PDG de l'entreprise. Ouf, hein, de voir ça vide. Pas parfait. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça vide? Bien, regardez, quand on les construit, c'est pas pour les arrêter. Quand il y a un tarif de tout près de 45 % c'est impossible, c'est économiquement impossible. Quand vous avez fait cette annonce-là, donc combien de gens ont perdu leur emploi cette journée-là? Direct et indirect, c'est tout près de 300 personnes là, qui ont été mises à pied temporairement. Au Québec, il y a 150 villages comme Saint-Michel-des-Saints qui vivent de l'industrie forestière. 130 000 Québécois qui ont un emploi lié à la foresterie. C'est 6 milliards de retombées. On fait quoi quand tout ça s'effondre? Bien, Saint-Michel tente de diversifier son économie, mise notamment sur un projet de mine de graphite. C'est un métal précieux et c'est un projet prioritaire pour le gouvernement Carney. C'est important pour l'avenir économique du village? Et pas que du village, de la région. Ah ouais. De la région. Écoute, ça va amener beaucoup de travail, ça va amener beaucoup de sous-travail aussi. Il va y avoir du monde qui vont s'implanter à Saint-Michel-des-Saints, qui ne dépendra pas des produits forestiers comme à cause de M. Trump. On va pouvoir le contourner avec ça. Depuis qu'on est tout petit, que c'est le bois qui nous fait vivre. Puis c'est une richesse renouvelable. Mais d'avoir le graphite aussi. Bien, ça va nous aider, c'est sûr. Puis c'est une exploitation qu'il faut bien gérer, par contre. De son côté, la scierie de Saint-Michel-des-Saints diversifie tranquillement ses activités, produit maintenant des granules de bois envoyés en Italie pour chauffer des fours à pizza. Donc, c'est des produits qui étaient jetés avant, qu'elle réutilise. Il y a quelques dizaines d'emplois qui ont pu être sauvés grâce à ça. Puis sinon, l'industrie du bois d'œuvre en général, elle dit qu'elle s'accroche, qu'il faut tenir le coup jusqu'au départ de Donald Trump. Michael, t'es impressionné par la résilience de cette communauté-là? Oui, surtout celle de Mario Venn, le maire de la ville, parce que on parle d'une grosse pression sur la ville qui vient des États-Unis. C'est un gros joueur, mais on se tient ensemble. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Puis tu sais, quand on parle de valeurs québécoises, des fois, on se pose des questions. C'est quoi les valeurs québécoises? Bien, ça, pour moi, ce sont les valeurs québécoises d'entraide, d'aide, de soutien. Et on regarde vers l'avant. Et surtout, on reste positif. On reste pas les bras croisés à attendre l'aide gouvernementale. On avance ensemble. C'est un dossier qui revient. À chaque fois qu'on parle des relations entre le Canada et les États-Unis, le bois d'œuvre, c'est toujours un sujet qui revient. Alain Desbordes, est-ce que vous craignez pour la survie de cette industrie-là ici chez nous? Ça va être très difficile tant qu'il y aura les tarifs douaniers, tant que les négociations avec le Canada, les États-Unis puis le Mexique ne montreront pas de signes positifs. Ça va être très difficile, je pense. Ça va être très difficile, mais je ne crains pas pour la survie. Je pense que c'est une industrie qui a assez d'historique et aussi assez de poids dans l'économie canadienne également. C'est sûr, comme le maire le disait en terminant, il va falloir diversifier et attendre que Trump ne soit plus là. Donc, je salue la résilience, mais ça va prendre beaucoup de patience pour faire en sorte. Mais à ce stade-ci, je ne crains pas pour la survie de l'industrie. De quelques entreprises peut-être, mais l'industrie en tant que telle, peut-être pas. Mais ça passe par quoi, la survie de cette industrie-là? Il faut sortir de cette équation où c'est une industrie qui est dépendante au cycle économique et aussi aux décisions politiques. Et pour ça, il faut construire... entre autres. Oui, mais il faut construire une filière plus solide au Canada, s'assurer qu'on fasse la première, deuxième transformation. Qu'est-ce que tu déplores? En ce moment, on est dans une crise du logement et le bois d'œuvre pourrait servir à construire plus de maisons, notamment. Qu'est-ce qui fait que chez nous, ici, on ne prend pas en charge notre industrie pour vraiment construire, se sortir de cette dépendance-là, construire une filière solide et se servir de notre bois pour construire des grands projets domiciliaires là, pour de vrai et être nos propres acheteurs. Oui. Notre sondage express en ce mardi, ça porte sur le sursis de 2 semaines accordé par Donald Trump à l'Iran. Est-ce que vous croyez qu'une résolution du conflit est possible prochainement?
Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, les jeunes garçons pénalisés par notre système scolaire actuel. C'est un des constats que dresse Gabriel Nadeau-Dubois dans son livre blanc sur l'éducation. On en parle dans un moment. Alors, sursis à l'Iran, est-ce que vous croyez qu'une résolution du conflit est possible prochainement? Vous avez répondu oui à 43 %, non à 57 %. Maintenant, parlons d'école. Si on a à cœur la réussite des garçons, il faut remettre en question le système d'éducation à 3 vitesses. C'est ce qu'affirment en fait plusieurs intervenants, dont le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois dans son livre blanc. 3 vitesses, c'est quoi? C'est l'école publique, les programmes avec sélection d'élèves et l'école privée. Et cette organisation du réseau aurait des conséquences dévastatrices sur nos jeunes. Reportage, Lila Mouche. Gabriel Nadeau-Dubois veut donc abolir le cheminement dit régulier dans les écoles publiques et offrir l'école sans frais ni sélection. C'est en regardant l'état de la réussite scolaire dans les milieux défavorisés que le député s'est posé la question suivante. Est-ce que la ségrégation scolaire a un impact différent sur les filles et sur les garçons? Non. Les garçons et les filles ne sont pas égaux face à l'école à 3 vitesses. Et oui, les garçons, surtout les garçons issus des milieux défavorisés, sont les premières victimes de notre système d'éducation inégalitaire. L'écart de décrochage entre les garçons et les filles, il est 3 fois plus élevé au public régulier qu'au privé. Dans son rapport, 2 points sont intéressants. Le rôle des stéréotypes sur les garçons et le fait que le système d'éducation au Québec concentre dans les mêmes classes les élèves désavantagés. Les garçons, dans tous les pays développés, sont en train de tomber derrière les filles de manière massive en matière de scolarisation. Dans un contexte de montée du masculinisme, dans un contexte de montée des idées rétrogrades, je pense que l'éducation, ça fait partie de la solution. Pour l'organisme École Ensemble, qui lutte contre la ségrégation scolaire, séparer les élèves selon leur performance au Québec est un mauvais message envoyé aux enfants. Mais de plus en plus, il y a des écoles publiques sélectives au primaire, au privé subventionné aussi, puis il y en a même maintenant au préscolaire. On a vu des enfants de 4 ans se faire refuser dans des écoles préscolaires dites internationales. Les écoles privées subventionnées qui le souhaitent devraient donc être intégrées avec les écoles publiques dans un réseau commun, pleinement financé par l'État et dans lesquels la sélection des élèves serait abolie. Malgré son départ de la politique, Gabriel Nadeau-Dubois souhaite vivement que des états généraux sur l'éducation voient le jour avant que le système ne soit autant en danger que le système de santé québécois. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Alain, est-ce que l'ancien enseignant et directeur d'école que tu es fait le même constat que Gabriel Nadeau-Dubois? Plusieurs éléments qui mentionnent sont vraiment réels. Je dirais que certains mythes encore par rapport aux écoles privées. C'est pas vrai que toutes les écoles privées ou les écoles publiques qui ont des programmes particuliers font des sélections basées sur les résultats. Je regarde dans ma région, les écoles privées acceptent tous les élèves, quels qu'ils soient. Ça coûte très cher aller là. Donc, je pense que cet amalgame-là. Puis la dernière chose, je rajouterai rapidement, c'est que c'est drôle parce que le mouvement plus à gauche au Québec était contre ces programmes particuliers. Puis le constat qu'il fait, il démontre clairement que dans les groupes particuliers, les projets particuliers dans chacune des écoles publiques versus les groupes réguliers, la différence entre les garçons et les filles est plus petite et il pousse à aller vers ça. Je trouve que c'est un bon pas pour amener une discussion sérieuse pour que chaque jeune ait accès à un programme particulier dans une école publique. Déborah, est-ce qu'on devrait abolir le cheminement régulier pour améliorer notre système d'éducation, selon toi? Je pense pas. De ce que j'ai entendu, en tout cas, par rapport à tous les constats qu'il fait dans ce livre blanc, parce qu'il y a plusieurs éléments, entre autres, justement cette suggestion que plusieurs personnes peuvent ressortir de là. Je pense que c'est un meilleur équilibre. On parle beaucoup plus de financement à équilibrer un petit peu plus, mais abolir, je ne pense pas qu'on devrait aller là parce que ça va pénaliser beaucoup trop d'étudiants. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour réduire l'écart entre les garçons et les filles? Améliorer le système, pas tenter de l'uniformiser comme il le suggère. Là. Donc, son constat, son constat est très intéressant. Ses solutions, par contre, là, c'est là où je pose le point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment les 3 vitesses qui pénalisent les gars ou c'est la pédagogie qui n'est pas adaptée à ce qui stimule et ce qui motive réellement les garçons à l'école? Alors, revoir peut-être les programmes, l'offre également. Le gouvernement, est-ce qu'il devrait, Meeker, revoir les subventions accordées aux écoles privées, selon toi? Moi, je pense pas parce que les parents, souvent, on a le mythe, on parlait de mythe tantôt, le mythe, c'est que ce sont les riches qui envoient leurs enfants à l'école privée. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de familles qui font de gros sacrifices pour envoyer leurs enfants à l'école privée parce qu'ils valorisent l'éducation et ils voient aussi l'avantage que ça va leur donner sur le long terme. Donc, il faudrait peut-être, comme le dit Jacinthe-Ève, revoir le système et pas pénaliser ceux qui font l'effort et qui se sacrifient pour l'école privée. Intéressant. Vous avez des commentaires à partager avec nous ou des idées de débat? Voyez mon adresse.
Vous savez, les alertes Amber, ça existe depuis un peu plus de 20 ans au Québec. Chaque année, il y en a 2 à 6 qui sont déclenchées dans la province. Dans la majorité des cas, heureusement, les enfants sont retrouvés vivants, mais ils doivent vivre avec des conséquences, des traumatismes toute leur vie. C'est l'objet de la série documentaire « J'ai été kidnappé » qui est diffusée depuis aujourd'hui sur Crave. Le réalisateur John Blouin, lui-même enlevé par son père, et rencontre d'autres victimes. Les séquelles sont là, puis elles vont demeurer. Puis aujourd'hui, parmi les traits de personnalité, c'est que je vais être en état d'hyper-vigilance 24 heures sur 24. Je vais avoir énormément de difficultés à faire confiance aux gens. L'instinct de méfiance m'a fait perdre des opportunités parce que le commun des mortels va interpréter, exemple, cette méfiance-là comme un des intérêts. C'est le pire des cauchemars d'un parent, ça, Meeker. Tout à fait. Puis avant de répondre à ce commentaire-là, je disais, j'espère que ceux qui chialent, en fait, contre les alertes Amber vont regarder cette série-là aussi. Moi, j'ai pas été capable de regarder la bande-annonce au complet parce que c'est le pire cauchemar d'un parent. C'est la chose à laquelle tu veux pas penser puis tu as peur constamment, donc ça brasse. On parle beaucoup, puis pour des bonnes raisons, là, des alertes Amber. Quand ça arrive, on est là, on en parle, mais après, justement, on sait peu de choses sur l'après. Faut pas négliger l'impact des stress post-traumatiques là, pour ces jeunes-là. Exactement. Moi, j'ai vécu une commission lorsque j'étais au Parlement, des stress post-traumatiques des gens en uniforme, mais là, j'écoutais la publicité, là, puis je me disais, ça doit être infernal, et je me pose la question s'ils ont les ressources pour les aider, pas juste les personnes qui ont vécu ça, mais leur famille puis les proches. Oui, ça nous fait penser à ce qu'on en fait assez, justement, Jacinthe-Ève, pour protéger les... on va revenir là-dessus. Je vais juste te faire réagir, justement, là-dessus, sur le stress post-traumatique. J'ai l'impression, et j'imagine, je suis pas parent, donc j'entendais Meeker, puis je comprends très bien ce qu'il veut dire. Moi, j'ai vécu des kidnappings parce qu'il y en a eu dans mon pays, des membres de ma famille, des amis. Donc, j'ose même pas imaginer quand c'est fait par quelqu'un de la famille à quel point le choc doit être encore plus difficile et le traumatisme vraiment plus lourd peut-être encore à plus porter. profond. Est-ce que j'allais te demander ce qu'on en fait assez pour protéger les enfants dans certains cas de rupture? Oui, bien, je regardais la bande-annonce et justement, parfois, c'est un des parents qui fait le kidnapping et c'est suite à des séparations qui se sont mal passées. Et dans ces circonstances-là, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore assez étudié qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les enfants dans des séparations complexes. Alors, allez voir ça, c'est sur Crave, ça peut faire réfléchir, bien sûr. On s'arrête 30 secondes, c'est le débat qui commence dans un moment.